Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par Centrale Supélec EXED et les alumni de Centrale Supélec. Alors le thème qui nous rassemble aujourd'hui est celui de la prédiction, celui de l'avenir. Peut-on penser l'avenir? Et tout se résume dans cette question. Pourquoi est-il devenu vital de penser l'avenir, en particulier pour les organisations de tout type? Je suis Nicolas Pasquet, je suis docteur en management de l'innovation de l'école centrale Paris à l'époque. Je dispose d'un titre équivalent en sociologie à l'université Paris-Sorbonne. J'enseigne à l'école centrale Supélec en première et deuxième année et je suis directeur du master spécialisé innovation et transformation de Centrale Supélec EXED. Cette formation ayant pour finalité de former des acteurs de l'innovation et de la transformation qui soient capables de concevoir, d'initier et de porter des projets à enjeu dans des univers complexes. Je suis par ailleurs directeur général de Mekinov, qui est une agence de conseil en innovation et transformation, qui porte des missions d'accompagnement autour de 3 axes principaux. Le premier, l'innovation, le deuxième, la transformation et l'agilité, et le troisième, la prospective, et plus particulièrement le design prospectif et le design fiction. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce dernier point, le design prospectif et le design fiction, j'ai co-conçu et je co-dirige aujourd'hui avec Arnaud Leca un programme de design prospectif intitulé Création d'un produit innovant Imagine, porté par Schoolab. Et avec Arnaud, nous sévissons depuis maintenant 6-7 ans et nous avons pu appliquer cette méthode auprès de plus de 40 entreprises avec beaucoup de succès. Alors le thème de ce webinaire, je l'ai plus ou moins rappelé précédemment, et surtout la question qui en découle, s'intéresse à la réalité de nos capacités de prédiction. Alors à leur réalité, mais surtout à leur impérieuse nécessité pour les organisations. Et tout pourrait se résumer autour d'une question. Si nous reparcourons les événements du passé. Étions-nous en capacité de prévoir ces événements? Avions-nous eu la possibilité de les prévoir? Qui avait prévu que tel ou tel événement pourrait advenir? Alors, je vais parcourir quelques événements marquants et nous interroger sur ce fait-là. Avions-nous prévu ou non cet événement? Qui avait prévu la crise des subprimes? Cette crise financière donc, qui a touché dans un premier temps le secteur des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis, à partir de juillet 2007, avant même de générer une crise financière mondiale en 2008. Qui aurait pensé qu'une entreprise comme l'entreprise internationale finlandaise Nokia, donc créée en 1865, entreprise, rappelons-nous, qui était papetière à son origine, donc qui aurait pu penser que cette entreprise Nokia, après avoir dominé sans relâche son marché, le marché de la téléphonie mobile, pendant plus de 10 ans, presque 15 ans, allait disparaître subitement, au début des années 2010. L'un de ces faits d'armes, d'ailleurs, que représente cette image, aura été sans doute d'apparaître dans le film de science-fiction à succès Matrix en 1999, à travers son modèle devenu iconique aujourd'hui, un modèle mythique, le 8110. Qui aurait pu même penser qu'une entreprise telle que Kodak, firme américaine fondée par George Eastman en 1881, alors même qu'elle détenait les brevets de l'appareil photo numérique dès le milieu des années 70, allait finalement être démantelée, elle aussi, au début des années 2010. Alors, pour ne pas avoir su pivoter, vraisemblablement, malgré un dernier essai de créer son propre format, plus ou moins numérique, l'APS, en 1996. Qui aurait pu penser, et c'est encore plus surprenant, que l'industrie des satellites, des fusées, des lanceurs, jusqu'alors et encore majoritairement aujourd'hui réservée aux seules instances nationales, allait s'ouvrir à de nouveaux acteurs privés tels que SpaceX, dirigé par Elon Musk, ce serial entrepreneur qui avait fondé auparavant PayPal, son plus grand rêve restant encore aujourd'hui d'aller coloniser Mars. Qui aurait pu penser que ce même Elon Musk, mais cette fois-ci à travers Tesla, allait sans doute permettre d'initier un changement majeur, un tournant majeur, enfin en faveur du véhicule électrique.
Ce véhicule électrique qui ne cesse de revenir à nous par vagues successives, souvent des vagues liées aux crises, alors pas financières, mais crises plutôt pétrolières, début des années 70, fin des années 70, début des années 80. Et pour autant, ce véhicule électrique, qui peut-être aujourd'hui peut se frayer une place à côté du véhicule à combustion interne, existe depuis très longtemps, du moins ce process technique, sa technologie, puisque une jamais contente, c'était le nom de ce véhicule à la fin des années 1890, elle faisait déjà plus de 100 km/h. Et pour revenir sur Tesla, qui aurait pu penser que ce groupe, né il y a peu de temps, allait aujourd'hui détenir une capitalisation boursière plus importante que Renault, PSA et Volkswagen réunis. On parle de 140 milliards de dollars de capitalisation boursière aujourd'hui, alors même que cette entreprise ne produit que 1,5 million au mieux cette année, donc 500 000 véhicules en 2020. Si on les compare par rapport aux millions de véhicules produits et vendus chaque année par Renault, PSA et Volkswagen dont je parlais précédemment. Qui aurait pu penser que les GAFAM et les Natu puissent à ce point, je dirais, s'accaparer toutes les places réservées à de grandes entreprises auparavant. Je parle de capitalisation boursière. Elles vont apparaître dans les premières entreprises aux plus grandes capitalisations boursières. C'est elles qui, aujourd'hui, ces entreprises, toutes ici nord-américaines, même s'il existe d'autres entreprises de ce type-là sur d'autres continents, en Chine notamment. Donc ces entreprises allaient progressivement, en fait, s'accaparer l'ensemble de notre vie, intervenir à toutes les grandes étapes de nos vies, communication, réseaux sociaux, des éléments de partout, l'informatique, les loisirs, l'automobile, on parlait de Tesla, la vidéo, les films avec Netflix. Et puis plus proche de nous, qui aurait pu prévoir que subitement, c'est notre actualité, les échanges marchands mondiaux seraient stoppés net pendant plusieurs semaines à cause d'une pandémie. Alors je reviendrai sur ce point par la suite parce qu'il s'avère que certains rapports, celui de la CIA notamment, l'avaient prévu. Qui aurait prévu que la moitié du globe serait confinée? Qui aurait prévu que l'État, je parle de la France, finirait peut-être par renationaliser certaines entreprises privées? Qui aurait pu prévoir que le sacro-saint principe budgétaire européen serait remis en cause? Alors personne, ou presque personne, sans doute encore moins les experts, qui malgré bien évidemment toutes leurs qualités et connaissances indispensables, sont victimes de ses propres savoirs et s'enferment dans ces savoirs et ont parfois des difficultés à voir plus loin. Sans doute pas les économistes, les grands stratèges, ni même les hommes politiques, bref, tous les conseillers en tout genre. Personne, ou presque personne, n'a pu voir venir ces crises. Alors pourquoi sommes-nous donc en droit de nous demander qu'autant de personnes, à la fois, parmi les plus érudites, les plus compétentes, sont venues ou viendraient en même temps être incapables de prévoir d'aussi grandes crises, d'aussi grands tournants? Alors sans même se tromper, mais de ne pas pouvoir prévoir de telles crises aussi majeures dans notre époque. Pourquoi finalement un tel aveuglement collectif? Alors, il y a différentes explications possibles. Sans doute ont-elles été piégées par une pensée unique ambiante. Sans doute ont-elles été aveuglées par leurs croyances. Peut-être aussi sommes-nous tous, devenus sourds à certaines idées que nous ne voulons pas entendre, que nous ne voulons plus comprendre. Et peut-être sommes-nous tous victimes d'un certain état du monde dont les vérités ne sont plus celles d'hier. Le fait que, par exemple, pendant longtemps, nous avons sans doute innové ou cherché à innover, ou chercher des solutions nouvelles pour in fine atteindre ou reproduire une réalité qui est en fait une intériorisation du passé. Pour ma part, j'y vois trois phénomènes que nous pouvons résumer en trois constats principaux. Trois histoires de temps. Premier constat, le temps s'accélère. Alors, le temps s'accélère, je m'inspire sur ce point d'un auteur, des
travaux d'un sociologue et philosophe allemand, Hartmut Rosa, qui en 2010 décrivait déjà ce phénomène d'accélération du temps. Cette accélération, selon cet auteur, étant elle-même le fruit de 3 types d'accélération. Une première accélération qui est une accélération technique. Déplacement, communication et information toujours plus rapide, mais aussi diffusion des nouvelles technologies qui elles-mêmes sont de plus en plus rapides, précoces. Il aura fallu des dizaines d'années pour que, reprenons le véhicule automobile, puisse se diffuser largement dans la société, de même pour le téléphone, l'électricité, alors que là, il nous faut parfois 1 an et demi, 2 ans pour toucher la quasi-entièreté de la population mondiale. Je parle notamment des réseaux sociaux ou de certaines applications. C'est ce que l'auteur appelle le rétrécissement de l'espace. Il y a un deuxième facteur d'accélération, qui est l'accélération des changements sociaux. Changement plus rapide des habitudes et des modes. C'est ce que l'auteur appelle le rétrécissement du présent. Et puis un troisième et dernier type d'accélération, celle du rythme de nos vies. Cette impression que l'on a tous, de manque de temps permanent, ce que l'on pourrait appeler une sorte de densité du présent. Le constat 2, c'est que le temps ne dure plus ou ne dure pas. Et là, sur ce point, je m'inspire de Zygmunt Bauman, qui est un sociologue polonais et anglais. Il avait cette double nationalité, décédé aujourd'hui, et il avait parfaitement expliqué dans son livre La société liquide à quel point le temps ne durait plus. On peut dire que le temps est éphémère, ou est devenu de plus en plus éphémère. D'ailleurs, aux grandes dames de certains historiens qui ont toujours nié le temps court, celui de l'événement, au profit du temps long, celui de la durée. On verra que ces 2 temps doivent pouvoir aujourd'hui de nouveau communiquer. Rien ne dure, pas même les nouvelles technologies qui se remplacent à une vitesse folle les unes les autres. Et je ne parle pas là de l'obsolescence technologique programmée, qui est finalement en quelque sorte otage de cette accélération et liquéfaction de nos vies. Pas même les compétences ne durent, qui selon certains rapports, notamment ceux de l'OCDE, et on parle plus des compétences techniques, alors même qu'elles pouvaient durer 20 à 30 ans, je parle des compétences des années 70, aujourd'hui, une compétence technique, dans certains domaines bien spécifiques, ne peut valoir que pour quelques dizaines de mois, entre 12 et 18 mois. Donc le temps est quelque part devenu celui de l'événement, celui de la courte durée. L'événement étant, ça c'était dans mes travaux de recherche, cette rencontre entre le temps des opportunités et l'espace des possibles, j'y reviendrai aussi par la suite. Mais événement, comme nous le verrons aussi par la suite, ne rime pas qu'avec temps court, et il ne doit surtout pas rimer qu'avec temps court. Il ne peut être lu et compris sans une mise en perspective lointaine, sans une prise en compte du temps long, à la fois passé et à venir, rétrospective et à venir. Fini donc les temps courts, les temps qui nous permettaient de penser des planifications à venir. Le constat numéro 3 qui apparaît sur cette slide est que le temps se complexifie. Une complexité qui croît, et qu'Edgar Morin a admirablement détaillé dans ces 6 volumes qui constituent sa méthode. En fait, on s'aperçoit que tout est relation dans notre monde. Notre vie est relation à soi, relation aux autres, et ainsi dans les organisations. Relation aux collaborateurs, aux actionnaires, aux managers, aux produits, aux fonctions. Et le nombre de ces relations ne cesse d'exploser au fil du temps. L'économie est mondialisée, pour combien de temps encore les suites de la crise nous le diront. La globalisation des échanges est totale, et le système, au premier chef économique, est de plus en plus sensible, comme tout système complexe, à la plus petite perturbation, qui, profitant de l'accélération du temps, mais aussi de son caractère éphémère, se répand à la vitesse grand V, et emporte tout sur son passage, faisant place nette. D'ailleurs, comme tout système, le système économique n'échappe pas à cette règle. Il est lui-même interconnecté à tous les autres, en tête desquels le système environnemental, dont les effets sont bien déjà là. Il en est également ainsi dans l'opposition finance-géopolitique, par exemple entre les États-Unis et la Chine, qui révèle non plus
un jeu à multiples acteurs, mais plutôt aujourd'hui à multiples dimensions. Donc cette complexité nous apparaît aujourd'hui à travers deux facteurs essentiels que l'on peut toucher du doigt. D'une part, le nombre d'éléments qui composent ce système, de plus en plus grand. Rappelons-nous, une petite parenthèse, que la population mondiale a été multipliée par à peu près 6 en l'espace de moins d'un siècle. Donc premier élément, le nombre d'éléments, le volume d'éléments qui ne cesse d'augmenter. Et le deuxième facteur, c'est le fait que l'ensemble de ces éléments est de plus en plus interconnecté. Ces éléments sont de plus en plus interconnectés. Finalement, nous vivons une sorte d'effet papillon en continu. Alors, que tirer de ces trois constats observables aujourd'hui? Ces histoires de temps. L'accélération du temps, le temps qui ne dure plus et le temps qui se complexifie. Que conclure à la vue de ces éléments qui dimensionnent et rythment aujourd'hui notre vie, qui rythment également le temps économique? Une chose est sûre, nous ne pouvons plus prédire l'avenir. Ce temps est totalement révolu. Nous ne pouvons plus nous lancer dans des plans de développement au long cours, même si nous pourrons y revenir là aussi par la suite. En tout cas, planifier, si on se réfère au sens même de planification, planifier notre économie n'est plus possible comme ça l'était, fut un temps, après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la fin ou au milieu des années 80. Donc les prédictions ne sont plus possibles, pour autant le bateau tangue, et l'avenir, par l'entrecroisement de ces trois éléments que je viens d'énumérer, et sera de plus en plus incertain. Et les conséquences des futures crises, sans doute de plus en plus soudaines et brutales. Alors même que notre capacité d'absorption de ces crises diminue. Nous trouvons donc face à un terrible paradoxe. Alors d'une part, nous ne pouvons plus prédire l'avenir, je viens de le rappeler. Or, nous sommes entrés dans une ère de changement perpétuel, d'incertitude grandissante, qui nous pousse à porter loin notre regard pour proagir, ou tout du moins pour rester attentif à l'inconnu qui frappe à la porte. Cette formidable expression de Gilles Deleuze, ce qui veut dire simplement être en éveil permanent pour pouvoir, si l'événement se produit, réagir le plus vite possible. L'idéal étant de pouvoir proagir, bien évidemment, avant la tenue de cet événement. Et j'en veux pour preuve cette analogie, cette illustration, qui finalement nous plonge dans l'obscurité. Imaginez-vous, vous êtes dans une voiture, c'est notre monde, c'est peut-être votre organisation, une voiture qui va de plus en plus vite, qui roule de nuit, en période un peu tumultueuse, il pleut, l'orage n'est pas loin, on ne voit pas ce qui se profile au bout de cette route, peut-être y a-t-il un virage. Et plongé dans cette situation, on se dit que, bien entendu, face à une incertitude grandissante, face à du flou autour de nous, face à un temps qui s'accélère, si nous ne voulons pas sortir de la route au premier virage, il faut que nos phares, que notre vision porte le plus loin possible. Et c'est tout l'objet finalement de cette intervention. Redonner du temps au temps, une vieille expression, du temps long, et je vais revenir par la suite à certaines recommandations. Alors il ne faut surtout pas, si on se dit qu'on ne peut plus prédire l'avenir et que finalement nous n'avons pas beaucoup de moyens d'action, tomber dans certains pièges. Ces pièges, ils sont au nombre de trois pièges pour 3 scénarios. Le premier piège serait de tomber dans l'hyper-myopie organisationnelle et de se recroqueviller sur soi-même, de baisser la vue, de raccourcir l'horizon temporel et de réduire ses investissements à court terme, de vivre juste au présent, donc finalement de survivre. Et jusqu'à quand pourra-t-on dire? Donc ce piège 1, c'est seul au monde, c'est Robinson. C'est-à-dire que je ferme, je me recroqueville, je me barricade et je réduis la voilure. Scénario 2,
Deuxième piège, que j'ai appelé « Promenons-nous dans les bois », célèbre comptine, film d'horreur également. Donc ce second piège serait de tomber éperdument amoureux de temps nouveaux à venir, de lendemains qui chantent, de notre grand soir quelque part, et de faire table rase du passé une bonne fois pour toutes. Donc piège 2, c'est la page blanche, c'est un petit peu l'amnésie, c'est-à-dire de sortir non protégé demain, alors qu'il faut bien l'avoir à l'esprit. Les mondes possibles demain, puisqu'il y en a plusieurs de possibles, plusieurs mondes potentiels, en fait, sont en compétition. Il y a une compétition autour de ces mondes-là, et chacun, en tout cas différents protagonistes, ont tout intérêt à ce que certains de ces scénarios ou mondes possibles puissent arriver, et non pas d'autres. Troisième piège serait enfin, que j'ai appelé jusqu'ici tout va bien, de ne rien changer, et de continuer à faire ce qui ne fonctionnait pas hier. Ou peut-être faire ce qui fonctionnait hier, mais qui ne pourra plus fonctionner demain. Et donc de remettre à demain ce que l'on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc le piège 3, c'est finalement, plus ça change, plus c'est la même chose. Et je l'ai appelé jusqu'ici tout va bien, bien évidemment, faisant allusion au film La haine de Kassovitz, parce que oui, jusqu'ici tout va bien, mais jusqu'à quand? Mais alors que faire? Que faire et comment agir dans cette incertitude grandissante? Quels sont finalement nos leviers d'action? Quels sont vos leviers d'action? 5 recommandations, donc quelques recommandations, 5 au total, pour vous aider à agir dans une telle situation. Première recommandation, s'inscrire dans le temps long, ce que j'appelle le visioning, donc une approche de Colin Seporas, pour ceux qui le connaissent. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas prédire l'avenir que nous ne pouvons pas l'imaginer. Alors, c'est ce que disait Peter Drucker. Comme nous ne pouvons pas prédire l'avenir, nous allons l'imaginer. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'imaginer. C'est d'écrire son propre avenir. Mieux encore, ne pas pouvoir prédire présente un énorme avantage. Nous devons exprimer notre propre volonté qui nous questionne inlassablement sur notre raison d'être, notre raison d'existence. Celle-là même que l'on remet au goût du jour dans notamment la loi Pacte de 2018, ces entreprises à mission. Questionner sa raison d'existence. Ce pourquoi l'organisation existe, sa raison première. Et donc ma première recommandation, qui était celle également de Xavier Huillard, qui est le président directeur général de Vinci, du groupe Vinci, conférence à laquelle j'avais pu assister il y a peu de temps à l'École des Mines de Paris, c'est de redonner de l'épaisseur au temps, de remettre de la durée, pour citer Paul Valéry, qui disait « nous ne reconnaissons plus la durée », se projeter et convenir ensemble étant tous les collaborateurs, managers et dirigeants de l'entreprise, de récits collectifs d'avenir, de votre avenir. Ce que vous souhaitez faire, bien entendu, avec ce que vous avez et ce que vous pouvez créer, intégrer en plus dans vos activités. Retrouvez vos inspirations, relisez votre histoire, ça c'est autant de recommandations importantes. Positionnez-vous sur vos compétences cœur et celles qui ont un avenir pour l'avenir. Appuyez-vous sur ce socle pour vous projeter le plus loin possible dans le futur. Voyez votre histoire et vos actifs comme une sorte de trampoline. Deuxième recommandation, l'avenir est affaire de volonté. Alors, formule délicieuse de Gaston Berger, le père de la prospective en France. Effectivement, l'affaire, et j'en ai vaguement parlé auparavant, est une affaire de volonté. C'est ce premier point que je viens d'évoquer, en rejoint un autre, qui est celui de la stratégie et du type de stratégie adoptée. Acter sa volonté d'aller dans tel ou tel sens, alors sens étant à prendre sous ces deux significations, la direction et la signification, doit pouvoir vous pousser, organisation, pour partie du moins, à abandonner les vieilles recettes de cuisine de la stratégie. Donc, halte aux stratégies d'adéquation, de savoir exactement ce que font vos concurrents, vos voisins. Il faut bien évidemment avoir une vigie constante. Mais c'est pas ce qui doit guider vos prises de décision, avant toute chose. Faites davantage valoir votre volonté et vos intentions collectives. Place donc aux stratégies d'intention et non plus aux stratégies d'adéquation. Troisième recommandation, l'agilité stratégique.
qui consiste à allier finalement passé, présent et avenir, alors qu'on a tendance à vouloir constamment les séparer. On peut voir que les deux points que je viens de rappeler se rejoignent autour d'un mot, l'agilité. Alors non pas dans un premier temps, parce que je le traiterai par la suite, l'agilité managériale et organisationnelle, mais l'agilité stratégique, qui consiste à parvenir à réconcilier les trois temps, passé, présent, futur, mais aussi temps court et temps long, durée et événement. Alors comment faire? Se projeter en s'appuyant sur ce que vous êtes, le plus loin possible, afin de définir des univers souhaitables et souhaités, et agir au présent. Remettre de la durée et de la hauteur dans votre vision, et faire événement. À deux titres d'ailleurs. Précéder certains événements, pour mieux les devancer et réagir, mais aussi précéder certains événements pour mieux les initier et proagir. Faire événement, c'est-à-dire créer l'événement ou s'adapter à l'événement. Innover en pivotant. Quatrième recommandation, j'en parlais, l'agilité managériale. On voit bien que ces trois premiers points ont en commun ou interpellent une question essentielle dans les organisations qui est celle de la transformation managériale. Il faut un cadre fort, une vision, il faut aussi pouvoir, au plus près du terrain, transformer cette vision en actes concrets, en pratiques concrètes, pour pouvoir prendre les virages lorsqu'ils se présentent à vous. Donc le temps est à l'agilité. Non pas l'agilité projet, les méthodes Scrum, même si elles sont bien évidemment utiles, mais surtout managériale et organisationnelle. Il ne faut pas se tromper sur l'importance de ce changement. Il est question de transformation. Et ça, les entreprises doivent aussi l'avoir à l'esprit. Partir dans une culture agile nécessite plusieurs mois, plusieurs années avant de pouvoir être intégré dans de nouvelles pratiques qui elles-mêmes vont devenir une nouvelle culture d'entreprise et s'habiller à travers des valeurs essentielles qui vont fédérer les individus. Il convient effectivement de pouvoir retravailler votre système de valeurs et ça, cela demande beaucoup de temps. C'est d'ailleurs ce cycle de transformation que John Kotter a parfaitement matérialisé. Il parle d'ailleurs de 3 étapes essentielles. Première étape, créer un climat propice au changement. Deuxième, engager l'ensemble de l'organisation. Et troisième, soutenir la transformation. 5e recommandation, parlerai d'innovation transformationnelle, Clayton Christensen. En fait, c'est penser la rupture. Les organisations doivent penser les ruptures aujourd'hui, doivent investir beaucoup plus dans des innovations dites radicales, révolutionnaires. Ce qui passe par plus d'innovations dites transformationnelles, selon ce même Clayton Christensen. Les entreprises s'étant bloquées trop longtemps sur la quête d'efficience et d'économie, au détriment des innovations plus fondamentales, qui créent de nouvelles richesses et opportunités, pour elles-mêmes, mais aussi pour la société. Il convient donc de définir des univers prospectifs et de scénariser quels pourraient être les nouveaux usages de demain et d'en tirer les conséquences en termes de nouveaux produits et services à développer. En guise de conclusion, que faut-il faire? Résumerai tout ça autour de savoir, coécrire, concevoir tous ensemble des récits collectifs d'avenir. Et je prendrai, j'évoquerai 3 faits historiques dont nous pouvons nous inspirer pour concevoir notre devenir. Cette première image nous ramène en juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme sur Terre à poser ses pieds sur la Lune, à marcher sur la Lune. Et finalement, cet événement historique tire ses racines d'un discours de John Fitzgerald Kennedy, tenu 7 années auparavant. En effet, nous étions le 12 septembre 1962 à Houston, à la Rice University, et JFK décrit dans un magnifique discours « We choose to go to the moon », le défi qu'il propose au peuple américain de relever, défi relevé. Cette seconde image est liée à notre histoire. Elle montre un groupe d'hommes réunis autour de Jean Moulin, groupe d'hommes s'étant appelé à l'époque le Conseil national de la résistance. Ce Conseil national va œuvrer dans l'obscurité de 1943 au moins jusqu'à le mois de mars 1944 pour rédiger un programme que ce groupe nommera les Jours heureux.
Programme qui a nourri et inspiré, jusqu'à aujourd'hui encore, une bonne part des grandes avancées sociales en France. Et puis nous devons, et c'est ce que montre clairement cette dernière slide, et l'ouvrage Sapiens de Yuval Noah Harari, c'est que les entreprises doivent retrouver ce qui nous constitue sans doute profondément, et que l'on a sans doute oublié, qui a fait que nous avons pu évoluer jusque-là depuis la réussite d'Homo sapiens sur ses concurrents néandertals par exemple, c'est-à-dire notre capacité de croire en des fictions communes. Les religions, les nations et l'argent sont toutes des fictions humaines qui ont permis, il peut y avoir d'autres institutions, la collaboration et l'organisation à très grande échelle. Alors pour clore cette conférence, je vous propose de garder en mémoire 2 défis qui pourront peut-être, je l'espère, guider vos prochaines actions. Celui d'agir ensemble, c'est le premier défi pour atteindre une performance globale et surtout durable. Et celui de ne pas oublier d'activer l'avenir. C'est-à-dire, c'est le deuxième point, lui donner une réalité équivalente à celle que nous octroyons au présent, comme le dit magnifiquement Jean-Pierre Dupuy dans son livre Pour un catastrophisme éclairé. Il est une chose nécessaire de penser l'avenir, il en est une autre d'en tenir compte et de savoir prendre les bonnes décisions. Je reviens sur un point que j'avais évoqué en tout début de présentation, notamment le fait que la pandémie, personne ne l'avait vu venir. C'est faux. Alexandre Adler, dans sa présentation du rapport de la CIA paru en 2005, montre avec force que la pandémie que nous vivons avait été imaginée presque terme pour terme. Et pourtant, aucune leçon n'en avait été tirée, rien n'avait fait événement. Donc revenez à vos fondations, puis tirez tel un élastique le temps présent et passé le plus loin possible vers le futur et laissez-les revenir jusqu'à aujourd'hui. Car même s'il nous est aujourd'hui vital de penser l'avenir, seul le présent compte. Merci beaucoup.